Mesdames et messieurs, invitation que j'ai appris ce week-end, et donc je vais essayer de faire au mieux à partir des quelques notes que j'ai glanées dans le TGV en venant vous voir, puisque ce matin j'intervenais lors de la conférence inaugurale de la Fabrique Défense à Lyon, qui, comme vous le savez, tient sa deuxième édition. Alors je trouve que le sujet que vous abordez aujourd'hui, il est particulièrement passionnant, il est à la croisée de beaucoup de monde, c'est presque un sujet sociétal, on pourrait dire. Et je crois qu'il fait l'objet d'une attention toute particulière en ce moment au niveau national. Bien entendu, vous avez entendu parler, vous avez dû, je suppose, en parler aujourd'hui, du lancement de Viginum pour détecter, on va dire, des mouvements suspects sur la toile des fake news, donc service rattaché au SGDSN et qui monte en puissance, dont la mise en place rapide a été motivée par le référendum en Nouvelle-Calédonie, par les élections en Allemagne, par les élections qui arrivent, en tout cas tout un contexte qui pourrait être propice à des déstabilisations. Vous avez peut-être parlé aujourd'hui également de la commission Bronner qui a été mise en place par le président de la République, Gérald Bronner. Je vous invite d'ailleurs à lire certains de ses écrits, parce que je pense qu'ils reprennent beaucoup d'informations que vous avez aujourd'hui évoquées. Notamment, vous avez un livre comme Apocalypse cognitive, vous avez La démocratie des crédules. C'est un sociologue qui essaie, Gérald Bronner, de décrypter finalement l'ensemble des biais cognitifs, de ce qui se passe dans les cerveaux de chacun pour essayer de comprendre comment se propagent les fake news notamment. Et puis, fin octobre, la stratégie de lutte informatique d'influence, il ne faut pas que je me trompe, c'est la L2I, annoncée par Florence Parly, ministre des Armées. Et donc, on est sur un domaine qui bouge et c'est dans ce contexte que je vois mon intervention. Je n'ai pas la prétention de dire que des choses justes, mais je me jette à l'eau pour faire progresser le débat. Je pense qu'on a tous conscience également que ce sujet, au-delà d'être d'actualité, il est extrêmement important de le traiter maintenant, puisqu'au-delà de l'influence dans nos sociétés, on voit également aujourd'hui concrètement des influences sur le champ des opérations. On pourrait en citer tellement, mais pour prendre un exemple récent, les difficultés qu'a eu, par exemple, un convoi logistique au Sahel à rejoindre la base de Gao. D'ailleurs, je serai à partir de jeudi à Bamako. Pourquoi? Parce que les personnes, des populations qui étaient traversées étaient persuadées que ce convoi de la force Barkhane contenait des armes à destination des terroristes. Et donc, on doit tous s'interroger collectivement sur comment tout ça a pu se passer, qui est derrière, et bien entendu, comment rétablir la vérité, car cette lutte informationnelle devient une condition sine qua non du bon fonctionnement des opérations. Et vous savez, on se pose la même question au niveau politique. Par exemple, depuis quelques années, on travaille sur le pouvoir d'achat. Quand on interroge nos concitoyens, ils nous disent nous, on n'a pas l'impression que notre pouvoir d'achat a augmenté. Donc, il ne faut pas simplement qu'on réfléchisse depuis nos bureaux en disant nous, on est sûr d'avoir tout fait bien. Ce qui compte finalement, c'est le ressenti, j'allais dire, client, pour reprendre un terme d'une entreprise, soit parce que ce sont des citoyens, soit parce que ce sont des populations qu'on essaie d'aider quand on intervient en opération extérieure. Et donc, même si on est sûr de bien faire, ce ressenti est extrêmement important. Et je le dis d'autant plus que, et j'ai pu parfois, mais il y a déjà, quand j'en avais parlé avec la communauté militaire il y a un certain temps, une certaine gêne au début d'intervenir sur ces sujets de lutte informationnelle. Déjà parce qu'on a le sentiment de faire correctement notre job, donc pourquoi on a à se justifier? Et puis parce que je pense que quand on est militaire, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la maîtrise des effets, le fait de taper au bon endroit. Et quand on parle de lutte informationnelle, quand on envoie une information, la viralité des réseaux fait qu'on n'est pas forcément en mesure de déterminer très précisément l'impact qui va être l'impact de cette opération. Et puis, par nature, les militaires, je pense, sont aussi très sensibles au fait d'agir en opération extérieure. Et quand on agit dans le champ informationnel, dans le champ cyber, malheureusement, ou en tout cas c'est un état de fait, l'information est lue aussi bien par des cibles qu'on veut atteindre que par des concitoyens, ce qui a pu historiquement entraîner des réticences. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la stratégie du ministère des Armées, les choses sont dites et chacun peut avancer sereinement. Alors, peut-être, je dispose de combien de temps? De 10 minutes? Un peu plus? Je ne vais pas prendre le temps que je veux parce que je ne veux pas non plus trop abuser de votre temps, mais simplement, je vais essayer de tenir en une vingtaine de minutes. Le premier point qui est important, je pense, en introduction, c'est finalement ce débat, est-ce que ces stratégies informationnelles, c'est quelque chose de nouveau ou pas? Moi, j'ai plutôt l'impression que
la stratégie informationnelle, on en parle depuis que la guerre existe quasiment, mais leur actualité récente revient, à mon sens, du fait de plusieurs raisons. La première, c'est la viralité extrême des réseaux sociaux qui fait qu'avec peu d'argent, finalement, aujourd'hui, on peut rapidement envoyer de fausses informations. Et je pense que ce n'est qu'un début. Je ne sais pas si vous avez parlé aujourd'hui de la Red Team du ministère des Armées, qui a un scénario dont je vous recommande la lecture, ça s'appelle « Chronique d'une mort culturelle annoncée ». La Red Team, c'est cette équipe de prospective au sein du ministère des Armées. Elle essaye d'imaginer ce que serait un monde où tout le monde serait dans une bulle informationnelle, ce qu'ils appellent les safe spheres, et ils disent que dans un tel contexte, les opérations militaires deviennent complètement impossibles à mener, puisque les gens ne savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Chacun, il n'y a plus de réel partagé d'une certaine manière. Donc je vous conseille, si ce n'est pas encore fait, de lire c'est une petite vidéo sur YouTube qui doit prendre 2 ou 3 minutes. Vous tapez « Chronique d'une mort culturelle annoncée » et finalement, ça montre un monde où la lutte, où l'information ne serait plus partagée entre tout le monde, un paroxysme, j'allais dire, de désinformation d'une certaine manière. Et donc, d'une part, on a cette montée en puissance des réseaux, très pratique pour l'attaquant, puisque c'est pas cher, c'est fulgurant, c'est très difficile d'identifier le primo-diffuseur, et bien entendu, les forces étatiques ne sont pas tout à fait logées à la même enseigne, puisqu'elles doivent respecter, bien entendu, des règles importantes. Et puis, pourquoi ça se développe aussi actuellement? Puisque je pense qu'on peut tous reconnaître qu'il y a une certaine crise de confiance de nos démocraties qui dévalue parfois la parole publique jusqu'à même relativiser la notion de vérité. Donc depuis toujours, on fait de la guerre informationnelle, mais effectivement, elle prend un nouvel essor, et d'autant plus avec le contexte qu'on connaît tous des menaces hybrides. Je pense que vous en avez abondamment parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est bien loin du champ cinétique uniquement. La compétition permanente entre les nations s'exerce sur plusieurs niveaux, bien entendu le champ militaire, le champ économique, l'espace informationnel, le cyberespace, l'espace exoatmosphérique, etc., etc. Et la guerre qu'il y a eu en Ukraine en est un bon exemple finalement de comment l'ensemble de ces espaces pouvaient être mobilisés. Et donc tout ça a conduit notre chef d'état-major des armées à donner cet objectif de gagner la guerre avant la guerre, ce qui n'exclut pas d'ailleurs de disposer de moyens pour faire la guerre, si jamais elle advient, mais qui n'est pas un concept totalement nouveau, puisque déjà Sun Tzu disait « le plus grand général est celui qui envoie ses troupes après avoir gagné la bataille », ou on peut également citer les chefs d'état-major russes Gerasimov, qui disait « les ressources de l'information sont tellement puissantes qu'il n'est plus nécessaire d'envahir un pays pour le priver de sa souveraineté ». Donc voilà, en tout cas, pour ma part, je n'ai pas la prétention de vous apporter une parole d'expert, mais simplement de vous donner le regard d'un parlementaire qui a un peu travaillé sur ces questions du numérique. Je pense que le rôle des parlementaires, pour qu'on soit utile, c'est déjà par rapport à la vision du monde qu'on a, aux capteurs qu'on peut avoir, d'alerter et d'avoir ce rôle d'alerte quand on constate que quelque chose se passe. Pour ma part, par exemple, je suis président du groupe d'amitié avec la République centrafricaine, et c'est vrai que j'ai été aux premières loges quand j'ai vu la stratégie d'influence russe qui s'est déployée sur place, qui était à la fois sous l'angle sécuritaire, avec des mercenaires qui ont été envoyés pour la formation des troupes centrafricaines, des conseillers sécurité auprès de la présidence, l'action même sur le champ opérationnel, une offensive sur le plan économique, l'accaparation des mines ou de certaines ressources du pays, et puis des choses en matière informationnelle toutes bêtes, des BD, des bandes dessinées pour les enfants, pour montrer que les Russes étaient des gens super gentils, l'organisation du concours Miss Centrafrique avec Miss Russie qui venait dans un stade, un monument aux morts pour les Russes, la langue russe développée à l'université. Donc finalement, toute une action multidimensionnelle pour être dans cette guerre d'influence. Et je pense que la Centrafrique reste un très bon exemple. Et on voit à quel point, une fois que cette stratégie s'est posée sur un pays, les responsables politiques locaux sont d'une certaine manière de plus en plus prisonniers et ont du mal à sortir de cet étau. Et donc, premier point qu'on peut avoir des parlementaires, c'est ce rôle d'alerte. Et aujourd'hui, nous sommes instruits par l'expérience et donc il faut qu'on soit particulièrement attentif à ce qui se passe sur d'autres théâtres d'opération où des stratégies similaires pourraient être menées. Sur la manière dont sont organisés nos travaux à la Commission ou à titre personnel, je pense que je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que déjà on a pris un peu de retard par rapport à la stratégie annoncée par le
par l'exécutif et la plupart de nos travaux étant publics, donc ceux qui veulent se renseigner peuvent le faire sur le site de l'Assemblée nationale. Simplement un point que j'aimerais partager avec vous, c'est que nos compétiteurs stratégiques en matière de lutte informationnelle, ils ont des fois pas forcément comme objectif de convaincre d'une vérité alternative, mais ils essayent plutôt de semer le doute ou la confusion. Si vous prenez par exemple une chaîne comme RT Russia Today, regardez un peu son contenu éditorial, elle ne va pas finalement s'attaquer frontalement aux institutions françaises, mais l'objectif derrière, on le sait bien, l'objectif c'est semer de doute, c'est de entre les modèles autoritaires, les modèles démocratiques, c'est de souffler sur les braises, de mettre en avant à chaque fois ce qui ne va pas, mais de le faire de manière relativement subtile pour ne pas dépasser la ligne rouge. Alors le point sur lequel j'aimerais vraiment me concentrer, c'est finalement comment on peut agir pour le champ informationnel. Ce que je vous dis, c'est la parole du député Gassillou, c'est ni la parole de la Commission de la Défense, ni bien entendu la parole de l'exécutif ou du gouvernement. Le premier point en tant que parlementaire pour agir sur le champ informationnel, c'est bien entendu veiller à, par la loi s'il le faut, mettre en place un écosystème qui permette un avantage à celui qui diffuse la vérité, donc veiller à tout ce qui peut permettre la diffusion de ces vérités, l'écosystème de la presse, le respect et la protection des lanceurs d'alerte, la réglementation, s'il le faut, des plateformes en ligne pour que leurs algorithmes soient transparents et qu'on les régule si nécessaire pour vraiment que la vérité émerge. Si on avait un écosystème favorable, il n'y aurait même pas besoin de faire la lutte informationnelle. L'écosystème le ferait tout seul. Le deuxième point qui me paraît extrêmement important, et effectivement, Mélanie, vous avez cité la mission résilience qui est en cours, et on s'est aperçu à quel point les attaques informationnelles pouvaient être un problème pour la résilience nationale. Et donc, bien entendu, on doit également prendre des dispositions de nature législative pour protéger notre démocratie, et notamment en période électorale, puisque bien entendu un compétiteur stratégique pourrait avoir comme idée de hacker notre démocratie, d'intervenir en tout cas sur le cours normal des élections, comme ça s'est déjà pratiqué de nombreuses fois. Et puis il y a le volet éducationnel qui est très important. Là, je crois qu'on peut regarder du côté des Scandinaves sur la manière dont ils intègrent dans leur programme d'instruction nationale ou d'éducation nationale l'ensemble des éléments qui permettent d'aiguiser l'esprit critique dès le plus jeune âge, de montrer aux enfants qu'à chaque fois l'information, il faut la recouper. Et peut-être qu'en France, au-delà de ce qu'on peut faire à l'échelle de l'éducation nationale, on aurait peut-être des dispositions utiles à intégrer dans le cadre du service national universel pour être sûr de toucher l'ensemble d'une génération, qu'elle soit passée par le privé, par le public ou par l'instruction en famille. Donc voilà, ça c'est sur le cadre global. Mais pour en revenir au sujet plus particulièrement de la guerre informationnelle, déjà vous dire que les parlementaires sont une interface pour échanger avec les opérationnels, les militaires notamment, ou tous ceux qui réfléchissent à ce sujet-là. Et donc, ils ont chacun des parcours particuliers. Certains sont d'anciens chefs d'entreprise, avocats, journalistes. Donc, n'hésitez pas à les mobiliser. Des fois, si vous souhaitez échanger avec eux, en plus, c'est gratuit. Et je pense qu'ils vous répondront toujours positivement pour réfléchir avec vous sur ces sujets-là. Et pour ma part, si j'avais un conseil en matière de guerre informationnelle, le premier serait déjà de systématiser l'intégration de cette réflexion dans le cadre d'une opération qui est menée. Là, on parle d'une opération militaire. Systématiser la réflexion, ça veut dire pas systématiquement avoir une action en matière d'information, mais en tout cas se poser la question de savoir ce qu'on veut dire, quelles sont nos cibles, etc. Ensuite, bien entendu, il est extrêmement important d'avoir le bon message au travers d'une approche pluridisciplinaire. Il faut s'entourer de gens qui ne pensent pas comme soi. Par exemple, je nous fais une petite interrogation, parce que je suis un député de la majorité, donc quand je m'interroge, je m'inclus dans ceux qui ont pu prendre ces décisions. On a appelé l'opération des forces spéciales au Sahel l'opération Takuba. Takuba, ça veut dire sabre en tamashek. On peut se demander si pour réunir et fédérer autour de cette opération, il était le plus pertinent de prendre
un mot de la langue touareg quand on connaît les rivalités qui peuvent exister sur place. Donc voilà, c'est ce genre de... et je vous dis ça, c'est pas que j'ai eu un retour opérationnel à ce sujet-là, c'est que quand je vais au Bali, certains me disent ça, me disent les Français, vous avez bien réfléchi avant d'avoir votre nom d'opération, parce que nous, ça nous éveille d'autres éléments quand on entend ce mot-là. Enfin, je pense que dans le message, il faut être réaliste dans la promesse client, finalement. Quand j'étais chef d'entreprise, je disais souvent à mes collaborateurs, puisque quand on est chef d'entreprise, on cherche la satisfaction de ses clients, que la satisfaction client, c'est souvent la différence entre la qualité attendue et la qualité réalisée. Donc si on est en mesure de produire ça, il ne faut pas vendre ça, il faut vendre ça, pour que quand on livre le produit, il n'y ait pas de delta. Et donc je pense que dans nos opérations, il faut qu'on soit extrêmement réaliste et humble dans les effets qu'on souhaite obtenir, et je le dis avant tout d'un point de vue politique, est-ce qu'on va éradiquer le terrorisme au Sahel? Non, il faut peut-être qu'on ait des objectifs qui soient en phase avec ce qu'on est en mesure de faire pour pas qu'il y ait des phénomènes déceptifs par la suite. Voilà, je vous parle tout à fait librement en fonction de mon ressenti. Ensuite, une fois qu'on a le bon message, la bonne stratégie, bien entendu, il faut choisir le bon émetteur de l'information, le bon messager, qui n'est pas forcément soi-même. On a souvent le réflexe de vouloir porter soi-même l'information, mais il est parfois tout aussi efficace de demander à un tiers ou d'entretenir un écosystème pour porter cette information. Et puis, même si c'est déjà un peu tard, il faut savoir être très réactif. Je dis que c'est un peu tard parce que tout à l'heure, je disais qu'il faut être proactif. Des fois, on peut se laisser dépasser. Et donc, je pense qu'il faut savoir être très réactif. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez abordé les questions de gouvernance et d'organisation pour intervenir rapidement. Aujourd'hui, je pense que les armées sont extrêmement réactives quand il y a des attaques de nature cinétique. Il y a le CPCO qui est en mesure de déclencher des contre-mesures, des alertes, enfin ce que vous voulez. Est-ce que ça existe d'un point de vue opérationnel sur l'information pour être en mesure rapidement de prendre des décisions et d'agir quand, par exemple, une fausse information existe? Je pose la question, je ne le sais pas. Et puis, parmi les questions que j'aurais bien aimé poser si j'avais été là parmi vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on se donne les moyens également de répondre sur les réseaux sociaux, notamment quand, par exemple, la force est attaquée. On peut facilement regarder sur Twitter, sur les réseaux sociaux, quand le mot Barkhane apparaît. Est-ce qu'on se dimensionne? Est-ce que ça fait partie de notre ambition? C'est une question de dire on essaye de répondre à chaque fois, ce qui nécessite effectivement d'avoir des bras et des doigts surtout pour répondre sur un clavier. Donc en tout cas, ça faisait partie des éléments que je voulais vous citer. Et puis pour terminer et pas être trop long, je voulais faire part peut-être de quelques écueils à éviter, quelques risques qu'on peut avoir en matière de lutte d'informatique d'influence. Voilà, on va y arriver. Je pense qu'il faut voir la L2I, je vais dire comme ça je suis sûr de ne pas me tromper, comme un nouvel outil qu'on peut actionner. Mais souvent, je dis souvent à des collègues, à force d'avoir un gros marteau, on finit par avoir des clous partout. Et donc, il faut à la fois avoir le gros outil, mais pas se dire que systématiquement, on va l'utiliser. C'est bien d'avoir cet outil, mais il faut bien réfléchir à chaque fois si on l'utilise ou pas. Je pense que la L2I, telle que je la vois, c'est avant tout déjà, ce qu'on pourrait dire, établir la situation tactique. Établir déjà tout ce qui se passe en matière informationnelle, quels sont les messages, quels sont les émetteurs, les intentionnalités des uns et des autres. Et in fine, ce qui compte, c'est de produire l'effet voulu, pas forcément sur le champ numérique. La L2I peut permettre de le faire. On peut utiliser X autres moyens. Je suis député du Rhône. J'ai la chance dans le Rhône d'avoir le CIAE. Je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, mais le CIAE a tous les moyens, toute la panoplie qu'il faut pour produire des messages de différents canaux. On peut utiliser la presse, on peut faire de la distribution de papier, on peut faire des radios, etc., etc. Et donc même à une attaque informationnelle, il ne faut pas forcément répondre par le canal informationnel. Je pense que c'est l'objet de Viginum de détecter tout ça. Ensuite, on a X moyens de répondre, soit par l'informationnel, soit par le volet diplomatique, soit en faisant passer des messages par d'autres manières. Et donc, la L2I, c'est un outil, mais qu'il ne faut pas forcément actionner à chaque fois. Il ne faut pas avoir ce réflexe-là. Deuxième écueil à éviter, selon moi, la perte d'humilité qu'on peut avoir parfois, puisque si on commence à se dire qu'on peut maîtriser totalement l'information et qu'on peut agir sur tout, on peut se dire, on peut peut-être être face à une perte d'humilité. Et je pense que
si je vous parlais en tant que chef d'entreprise, on a beau avoir le meilleur service marketing, si on n'a pas le bon produit, on pourra peut-être un peu corriger les choses un temps, mais ça ne marchera que temporairement. Et donc, c'est pas parce qu'on a une super L2I que ça nous exonère, bien entendu, de la réflexion de ce qu'on propose de base. Par exemple, pour ma part, je suis plutôt partisan d'interventions assez courtes en opération extérieure, parce que je suis assez convaincu que quand vous intervenez, vous passez pendant 1 an ou 2 pour des libérateurs, et que quand vous restez sur un théâtre, au bout de 6-7 ans, vous finissez toujours par avoir un regard différent de la part des populations que vous avez libérées. Et on ne pourrait pas le reprocher aux populations qu'on essaye d'aider, puisque c'est juste la manière dont nous, on a vu les Américains sur notre propre territoire quand ils sont venus nous libérer. Souvenons-nous, dans les années après-guerre, il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour dire c'est peut-être le temps de rentrer chez vous. Et donc, ce que je veux dire, c'est que même si on a une super L2I, il faut quand même s'interroger sur les sous-jacents, sur notre produit et notre promesse vis-à-vis des personnes qu'on aime, qu'on aime et qu'on aide, et toujours se dire que nos cibles, elles n'ont pas forcément un esprit critique super développé, et que même si elles ont un esprit critique super développé, c'est peut-être même pas suffisant, parce qu'il y a des biais cognitifs tellement importants, on le voit bien y compris dans nos démocraties, notamment, vous avez peut-être parlé aujourd'hui du biais de confirmation. Quand vous pensez quelque chose, si jamais on vous dit la même chose, tout de suite, vous foncez sur cet esprit-là, parce que pour vous, c'est plus confortable que le messager vous dise ça. Si vous êtes une population au Sahel et qu'au fond de vous, vous pensez que Barkhane aide les terroristes, il suffit que quelqu'un vous affiche cette information pour que tout de suite, vous ruez sur cette information. Et donc, c'est très, très dur de lutter contre ça. Et puis, 2 derniers points. Là, on a parlé, je vous avais parlé, je suppose, aujourd'hui de la L2I du ministère des Armées, puisqu'elle concerne les opérations. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir ce point à l'échelle interministérielle, de même que la Défense. D'ailleurs, l'ordonnance de 1959, la Défense nationale, c'est l'ensemble des ministères. La Défense, elle n'est pas que militaire, elle est sanitaire, elle est économique, elle est culturelle. Et donc, la question que je me pose en tant que parlementaire, c'est comment on construit une stratégie informationnelle à l'échelle interministérielle, à l'échelle de l'État, bien entendu, qui ne repose pas que sur les militaires, puisque politiquement, on a parfois le défaut de croire que l'outil militaire va permettre de répondre à tout, alors qu'il faut bien entendu qu'on s'interroge à l'échelle interministérielle, et c'est l'esprit vraiment de l'ordonnance de 1959. Enfin, aujourd'hui, vous avez parlé, je crois, d'influence, vous avez parlé de guerre de l'information. Finalement, l'influence, c'est un résultat qui va beaucoup plus loin que la guerre de l'information. La guerre de l'information, me semble-t-il, est juste un sous-ensemble pour atteindre un objectif d'influence, mais l'influence, c'est également du soft power, des normes juridiques, des contacts humains, le monde des affaires. Je discutais, par exemple, récemment avec le directeur qui travaille dans l'industrie cinématographique, qui me disait maintenant les Chinois, si dans le film il y a un Chinois qui est méchant, ils ne diffusent pas le film en Chine. Et ben, ils ont tout gagné, ce qui fait que progressivement il n'y a plus de Chinois méchants dans les films. Vous voyez, ils ont réussi au travers de leurs commandes et de leurs critères pour faire diffuser un film en Chine à progressivement influencer les producteurs pour atteindre leur objectif d'influence. Et donc l'influence, c'est un objectif qui est beaucoup, beaucoup plus large que la guerre informationnelle. Et je me pose vraiment la question de cette stratégie intégrée d'influence et de puissance qu'on peut avoir à l'échelle de l'État, beaucoup plus qu'on peut... Enfin, qui englobe, bien entendu, celle du ministère des Armées. Mais je n'ai pas le temps, bien entendu, de traiter ce point ce jour. Donc voilà, en tout cas, voilà les éléments que je voulais vous indiquer de manière très, très libre et quasiment en réfléchissant avec vous. Je pense que cette question de la guerre informationnelle, c'est un monde vraiment qui est vivant, c'est un monde qui évolue. Et je trouve que l'intérêt de la période qu'on vit actuellement, c'est que finalement, on se jette à l'eau. On va peut-être faire des erreurs parfois, on va peut-être faire des choses qu'on va regretter, mais en tout cas, on va progresser et j'espère qu'on va développer un écosystème, qu'on va relever l'enjeu aux ressources humaines, qu'on aura sans doute des enjeux techniques, on aura sans doute un équilibre à trouver entre ce qu'on fait à l'échelle du ministère des Armées, ce qu'on peut externaliser. On aura peut-être une doctrine qui va évoluer au fur et à mesure qu'on agit. Mais voilà, en tout cas, l'intérêt de la période, c'est qu'on se jette à l'eau et on avance.
Et donc, c'est par cette parole optimiste que je voudrais remercier les organisateurs de ce forum, qui, je suis sûr, apportera une contribution très utile à la réflexion de chacun. Et je vous dis à tous une très bonne guerre informationnelle. Merci beaucoup, monsieur le député, d'être venu, d'avoir pris le temps au saut du train de venir partager vos réflexions sur ce sujet si complexe qu'est l'influence numérique, hein, qui, vous l'avez rappelé, est vraiment à la croisée de plusieurs mondes. Et je crois que ça boucle bien la boucle de toutes nos interventions de la journée. S'il y a un maître mot que vous avez aussi rappelé, c'est celui d'humilité, qui je crois est vraiment un des grands axes à garder de cette journée. Et puis de façon plus générale, tous les enjeux de l'influence numérique. Vous nous avez aussi donné quelques pistes de réflexion pour la suite, parce que c'est en effet un sujet dont on n'a pas fini de parler. Alors malheureusement, on va être quand même obligé de s'arrêter pour aujourd'hui, parce qu'on arrive à la fin de cet événement avec une journée bien riche, bien dense. On ne vous les a pas laissé beaucoup de répit. Merci à tous ceux qui êtes toujours avec nous au Cercle des Armées, et puis merci à tous ceux que je sais nombreux qui nous suivaient à distance. Merci d'avoir été là tout au long de cette journée. J'espère que cette journée a été aussi enrichissante pour vous qu'elle l'a été pour nous ici. On vous dit évidemment à bientôt pour le prochain événement de cyberdéfense et stratégie dont on vous donnera, évidemment, on vous annoncera ça dès que possible. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui sont encore là, je vous propose de venir prendre un petit café avant de repartir au fond de la salle. Et puis sinon, encore un grand merci à tous nos intervenants aussi d'aujourd'hui, dont vous êtes plus tous avec nous maintenant, mais merci à tous. Merci beaucoup Mélanie d'avoir cette fois encore animé cette journée avec moi. Merci au commandement de la cyberdéfense qui nous a confié l'organisation et l'animation de cette journée. Et puis un grand merci à tout le monde et à bientôt pour la prochaine édition.